Madame la Présidente, c'est avec grande joie que je prends aujourd'hui la parole sur le projet de loi C-59, enfin l'aboutissement de cette grande saga-là. Un projet de loi qui modifie la loi sur le système correctionnel, la mise en liberté sous condition pour supprimer la procédure d'examen expéditif et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois. Un petit bilan de la situation actuelle, Madame la Présidente. Le mécanisme permettant une libération au 6e de la peine, qui est connu aussi sous le nom d'examen expéditif, est prévu aux articles 119.1, 125, 126 et 126.1 de la loi sur le système correctionnel, la mise en liberté sous condition. Donc, plus communément dit, un criminel purgeant une peine dans un établissement fédéral, donc une peine de 2 ans et plus, a le droit à une libération conditionnelle au 6e de sa peine par voie d'examen expéditif. À partir du moment où, il y a des critères déjà, où il n'a pas commis un crime violent lié au gangstérisme, au terrorisme ou à caractère sexuel, ni n'a été complice d'une telle infraction. Il n'est pas l'objet d'une ordonnance l'obligeant à purger au moins la moitié de la sentence pour une infraction liée aux drogues. Il s'agit d'un premier passage dans un pénitencier fédéral, donc une première sentence fédérale, il ne risque pas de commettre un crime violent. Voici, en d'autres mots, certains critères de la loi actuelle. Par conséquent, lorsqu'un criminel satisfait, ou un détenu, disons, satisfait à tous ces critères, il bénéficie de la procédure d'examen expéditif qui prévoit que la semi-liberté peut être accordée dès qu'il a purgé 6 mois ou si elle est supérieure à la période qui équivaut au 6e de la peine. Donc ce mécanisme, Madame la Présidente, est souvent mal perçu par la population qui ne comprend pas pourquoi des criminels en col blanc, des criminels à cravate ou d'autres formes de criminalité, ne purgent qu'une infime fraction de la peine à laquelle ils ont été condamnés, donnant ainsi une image un peu de laxisme du système judiciaire. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, que je comprends parfaitement leur position. Il y a de quoi se questionner. Ce que les gens veulent, ce n'est pas forcément des sentences plus lourdes. Ce qu'ils veulent, c'est que les sentences soient appliquées. En fait, Madame la Présidente, ce mécanisme, quant à moi, nuit non seulement au système des libérations conditionnelles, mais en plus de ça, à tout notre système judiciaire dans son ensemble et mine la confiance du public envers notre capacité à les protéger. Alors avant d'aller plus en avant dans ce projet de loi-là, je vais vous faire un petit historique, parce que là, quand on écoute le NPD puis les libéraux, ils sont tellement surpris et scandalisés de ce qui se passe aujourd'hui, que je vais leur expliquer un peu l'historique de tous ces événements-là, et ils vont comprendre que ce n'est pas tombé du ciel, ce projet de loi-là. On commence exactement en juillet 2006, Madame la Présidente. Juillet 2006, Paul Coffin, je pense qu'ils connaissent ce gars-là au Parti libéral, acteur du scandale des commandites, est mis en liberté après avoir purgé un 6e de sa peine de 18 mois. Là, on ne parle même pas de fraude, là. Ça, c'est de la corruption pure. Des gens qui ont participé, là, au scandale des commandites. On ne parle pas de Vincent Lacroix. Donc, octobre 2006, Jean Brault, oh mon Dieu, un deuxième, fondateur de la firme Groupe Action et un des acteurs principaux du scandale des commandites, bénéficiait d'une libération le 6 octobre 2006. Il a purgé 6 mois de sa peine de 30 mois d'emprisonnement. Juin 2007, le Bloc québécois, nous déposons un plan justice où on demandait déjà l'abrogation de cette pratique qui permet aux fraudeurs de purger seulement une infime fraction de leur peine. Juin 2007, on dépose ça déjà. Décembre 2007, Vincent Lacroix est condamné pour la première fois au pénal. Août 2008, Jean Lafleur est relâché après avoir purgé 7 mois de ses 42 mois de sentence. Ça doit sonner des cloches encore, Jean Lafleur. 14 septembre 2009, le Bloc québécois demande le consentement unanime pour l'adoption rapide du projet de loi C-434. Donc déjà, première demande. Les conservateurs s'y opposent.
Partisanerie encore. Février 2009, 15 février 2009, Joseph Charles Guittet, relâché sous condition après avoir purgé 6 mois de ses 42 mois de sentence. 26 octobre 2009, dépôt du projet de loi C-53 des conservateurs pour abolir le 6e de la peine. Donc, ils n'ont pas voulu le consentement unanime, ils ont présenté leur propre projet de loi. Pas de problème avec ça, on est prêt à appuyer. Il s'agissait d'une réaction, mais bon, c'est correct. Prorogation du Premier ministre, ça tue le projet de loi. On continue. Mars 2010, 4 mars 2010, on demande encore le consentement unanime de la Chambre pour l'adoption rapide du projet de loi. Toujours le même projet de loi qui vise toujours la même affaire, l'abolition de l'examen expéditif. Encore une fois, les conservateurs s'y opposent. Pure partisanerie. On continue. 15 juin 2010, dépôt du projet de loi C-39 des conservateurs, qui est actuellement au comité, dont nous n'avons pas encore entendu de témoins, qui vise entre autres d'abolir le 6e de la peine, mais il y a plein d'autres affaires là-dedans, donc il faut l'étudier en profondeur, il faut regarder toutes ces dispositions-là. Et toujours au comité, on n'a même pas encore commencé à entendre les témoins. Donc on comprend qu'avant qu'il va aboutir ce projet de loi-là, ça peut prendre un petit peu de temps. 27 janvier 2011, libération de Vincent Lacroix au 6e de la sentence, 15 mois qu'il a purgé sa sentence sur 13 ans. 31 janvier, le chef du Bloc québécois, j'étais en cette chambre, je l'ai vu faire, s'est déplacé, aller voir le Premier ministre et ils ont eu des discussions. Les conservateurs changent finalement d'idée et on travaille tous ensemble. Il semblerait que les libéraux auraient bien aimé avoir été ceux qui auraient initié cette affaire-là. Quand j'écoutais mon collègue de la sécurité publique hier, il semblait presque reprocher de ne pas avoir été le parti qui a pu initier cette démarche-là. Maintenant, il faut mettre ça de côté, il faut regarder l'avenir. On travaille avec les conservateurs et on se retrouve avec le projet de loi C-59. Le 10 février dernier, je demande le consentement unanime de la Chambre et qu'est-ce qu'on entend? Non, des deux côtés. Les libéraux, le NPD nous disent clairement qu'ils ne sont pas intéressés au consentement unanime et qu'ils ont besoin de plus de temps à étudier quelque chose qu'ils avaient déjà dit oui en septembre 2009 et en mars 2010. Donc vous comprendrez, Madame la Présidente, que ce projet de loi, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas né de la génération spontanée. Poup! Non, vraiment pas. Ça a pris beaucoup de temps pour aboutir à ce qu'on vit aujourd'hui et je pense que c'est important. Madame la Présidente, l'abolition de la libération conditionnelle quasi automatique dès le 6e de la peine permettra de corriger certaines des aberrations les plus souvent dénoncées, à savoir que les peines pour les crimes économiques, par exemple, parce que ça ne touche pas juste les crimes économiques, et il a raison mon collègue d'Ajax Pickering, oui c'est vrai, ça ne touche pas ça seulement, ça touche aussi un exemple que j'ai moi-même pu voir quand j'étais agent de libération, le plus bel exemple, membre de la mafia, n'ayant pas vraiment été attrapé pour des délits de violence, oui ça peut exister, parce qu'il délègue à des subalternes la tâche de terrain, et donc un bon organisateur qui se retrouve à avoir plusieurs soldats à sa solde, mais qui n'est même pas accusé de gangstérisme, peut bénéficier de ça aussi. Il y a beaucoup d'autres cas qui ne sont pas forcément des petits fraudeurs ou des petits voleurs, qui, oui, pourraient être réhabilités. Et soit dit en passant, ces personnes-là peuvent toujours l'être avec ce projet de loi C-59, parce que tout ce qu'il fait, c'est enlever l'automaticité au niveau du 1/6 de la sentence. Mais il pourrait très bien avoir une semi-liberté 6 mois avant le 1/3 de la sentence. Cela se fait très couramment. Et cela se fait déjà. Donc, Madame la Présidente, ce projet de loi-là va permettre d'abolir cette disposition-là et permettre à des personnes comme Vincent Lacroix, mais là c'est trop tard parce que Vincent Lacroix est déjà sorti, a déjà eu son 1/6,
mais à des gens comme ça d'avoir à vraiment purger leur peine. L'abolition, Madame la Présidente, de cette disposition confirmera le rôle des agents de libération conditionnelle qui pourront évaluer en fonction des facteurs criminogènes et de la capacité de réinsertion sociale ce genre de criminalité-là. Donc, d'évaluer le risque de récidive et d'évaluer le risque en société. Ils pourront aussi déterminer si ces personnes-là, si ces détenus-là, doivent rester au centre de détention pour suivre des programmes. Parce que n'oubliez pas qu'une évaluation, ça prend du temps à faire. Lorsque quelqu'un est accusé et se retrouve au centre régional de réception, il y a à peu près 6 mois d'évaluation, approximativement, avant d'être envoyé dans le pénitencier d'accueil. Maintenant, il faut faire des programmes. Ça prend du temps pour faire des programmes. C'est pas au bout de 15 mois que tu as fait des programmes, tu t'es réhabilité et puis bravo, merci, bonjour, je m'en vais dans une maison de transition en Ontario, puis que je me cache dans des coins où on ne me connaît pas beaucoup. C'est correct de le faire aussi. Mais d'une certaine manière, Madame la Présidente, il faut pouvoir permettre à ces gens-là d'avoir des programmes. Et ils peuvent le faire lorsqu'ils sont incarcérés. Donc l'abolition de cette procédure va instaurer un équilibre entre la crédibilité du système de justice et l'objectif de réhabilitation, si on veut vraiment parler de réhabilitation, parce qu'il faut aussi que le détenu veuille se réhabiliter. Je vais vous donner quelques exemples, Madame la Présidente, sur les commentaires de certains juges et certains procureurs relativement à l'examen expéditif. Parce que j'entendais tout à l'heure mon collègue, en fait, je n'ai pas bien compris ce qu'il disait là, parce que, en tout cas, il aurait dû le dire en anglais, je n'ai pas bien compris. Je pense qu'il parlait du barreau du Québec, qui n'était pas très content du projet de loi. En tout cas, moi, je vais lui donner d'autres exemples ici. De personnes qui, eux, au contraire, trouvent que l'examen expéditif est quand même assez aberrant. Alors, le plus bel exemple, c'est le juge Wagner, qui a été le juge dans le cas de Vincent Lacroix. Alors lui, il a lancé un message très clair aux politiciens, puis ça nous concerne tous ici, à propos justement des libérations conditionnelles, et il dit, et je cite, « Les tribunaux ne peuvent ni ne doivent intégrer dans leur réflexion les conséquences et les modalités des libérations conditionnelles qui ne sont nullement de leur ressort et sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Même s'il n'y a pas eu de violence physique, les crimes de M. Lacroix ont engendré beaucoup de violence morale aux victimes et à leurs familles en raison du stress, de l'insécurité, de l'incertitude pour ceux qui ont perdu le capital de leur vie qu'ils réservaient pour leur retraite. Il est important pour le tribunal de rappeler que la question des libérations conditionnelles relève du Parlement, donc ça relève de nous. Et il appartient aux responsables politiques de répondre de leurs actes ou de leurs omissions. Alors je pense que c'est un bon conseil à suivre à mon avis. D'autre part, M. Brodeur, procureur de la Couronne dans le dossier, dit « Ce jugement est un message clair que les élus devront entendre. » Là, il nous parle à nous. « La libération au 6e de la peine dans certains cas est déraisonnable. » Je le dis et je le répète, Madame la Présidente, l'abolition de l'examen expéditif au 6e de la sentence redonnera toute la latitude aux professionnels en milieu carcéral de recommander aux instances concernées, donc à la commission des libérations conditionnelles pour chaque délinquant, au profit de ce qu'il aura pu faire au niveau du travail qu'il aura fait à l'intérieur des murs et permettra aussi de rétablir la crédibilité de notre système de justice. Maintenant, je voudrais m'adresser à l'opposition libérale et au NPD, leur dire que leur attitude est non seulement incohérente, mais aussi irresponsable. Ironiquement, après que le NPD et les libéraux aient à 2 reprises accepté de nous supporter sur une adoption rapide du projet de loi, donc en septembre 2009 et en mars 2010, contrairement aux conservateurs, ce projet de loi qui est déposé aujourd'hui est similaire, totalement similaire et cherche exactement le même objectif. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est de l'obstruction sur un point qui fait consensus au Québec. Et je suis sûre que si on faisait des sondages demain matin, tout le Canada serait d'accord avec ça.
Donc ce sont eux qui veulent retarder le processus qui est maintenant en cours. Et le plus bel exemple, le 7 février dernier, le NPD déclarait publiquement qu'ils ont au moins été très rapides et très francs, qu'ils n'appuieraient pas une procédure accélérée dans ce dossier, et les libéraux les ont suivis quelques jours après. Et oui, on l'a vu officiellement le 10 février lorsque j'ai demandé l'adoption rapide. Pourtant, je le souligne encore, Madame la Présidente, ils n'avaient jamais manifesté leur opposition à cette mesure au cours des 4 dernières années. Le NPD dit vouloir prendre son temps pour étudier le projet de loi, mais à mon avis, il confond le mot « prendre son temps » et « retarder les choses ». Nous avons procédé à accélérer l'étude de ce projet de loi et nous sommes montrés disposés à des aménagements, mais le NPD préfère, quant à moi, se plaindre, mais nous, on va avancer dans ce dossier-là sans aucun problème de conscience. Hier, dans un débat, une députée libérale soutenait sans trop de conviction qu'il y avait une différence entre notre projet de loi passé sur l'abolition de l'examen expéditif et le projet de loi C-59. Madame la Présidente, c'est complètement fou. Ce qu'il y a en plus dans C-59, c'est essentiellement les modifications législatives corrélatives. Là, c'est juste de la poutine, mais c'est exactement le même processus qui est ciblé. Donc, quant à moi, cette opposition du Parti libéral et du NPD n'est que pure partisanerie. D'ailleurs, je ne répéterai pas, mais bon, hier, j'ai très bien compris dans le discours de mon collègue de la sécurité publique que, en fait, il était un petit peu désolé que le gouvernement n'était pas plutôt allé les voir. Bon, c'est une autre affaire. Je rappelle encore une fois, Madame la Présidente, aux députés libéraux et au NPD, que leur inconséquence actuelle, si elle est suivie par la majorité des parlementaires ici, et j'espère que cela ne sera pas le cas, ça ouvrirait la voie potentielle, et je dis bien à la libération prématurée, d'un autre prédateur économique, parce que pour moi ce sont des prédateurs économiques, M. Earl Jones. Rappelons, Madame la Présidente, que Earl Jones avait mis au point un stratège de Ponzi payant ses clients sur leur capital investi. Il a volé 50 à 75 millions de dollars à 150 personnes. 150 personnes. Condamné le 15 février à 11 ans de prison, de pénitencier, pardon, 15 février 2010, et on s'attend qu'il obtient sa libération au 6e de sa peine en décembre 2011, donc cette année. D'où l'urgence que j'ai très bien expliquée hier. Oh mon Dieu, 2 minutes. Bon, Madame la Présidente, je vais aller plus vite. Un autre exemple, dans mon comté, à Montréal et à Laval, en fait, cette personne-là est de mon comté, M. Cordian, triste personnage, qui a aussi sans scrupule fraudé 25 personnes pour près d'1 million de dollars. Ces personnes-là ont tout perdu, leur retraite, leur maison. Et comme je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, le chef du Parti libéral est allé dans mon comté à 5 minutes du café où sévissait ce triste personnage-là. Et s'il avait été à l'écoute des victimes, son parti ne dériverait pas encore comme il le fait actuellement. Donc, Madame la Présidente, peut-être pour aider mes collègues des autres partis à revoir leur position, j'aimerais, par exemple, donner quelques exemples de grandes fraudes qui ont eu lieu dans leur comté. Dans le comté d'Ajax-Pickering, un homme, télémarketing, il a eu 2 ans de pénitencier, il a fraudé plusieurs milliers de dollars, il était senior manager dans Datacom Marketing Inc. Il a plaidé coupable à 6 charges d'accusation. On estime la fraude à plusieurs millions de dollars. Un autre bel exemple, dans Vancouver-Est, de mon collègue, aussi porte-parole à la sécurité publique, il y a eu une autre personne qui a fraudé 8,2 millions de dollars à 60 investisseurs dans 2 compagnies, la CPLC Limited Partnership et la CPLC Management Group Company. Donc, vous voyez, c'est pas juste dans mon comté, hein, c'est un petit peu partout au Canada. Notre exemple, dans Brossard-la-Prairie, Norbourg, l'un des 5 accusés de Norbourg, ce monsieur-là a eu 112 accusations, monsieur Deschambault, un comptable agréé de la Prairie, il a
frauder les... Alors, le temps dont dispose